Mesdames, Messieurs, j'ai entendu le mot Syrie plusieurs fois. J'ai entendu le mot Syrie beaucoup de fois ce jour-là. Mais enfin, il y a un Syrien qui va parler de la Syrie. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. Ali Rastebine pour cette invitation, pour pouvoir me donner l'occasion de m'exprimer sur ce qui se passe chez moi en Syrie. Je voudrais me présenter tout d'abord. Il y a un problème, non? Oui. Je suis un Syrien autochtone, fils de la civilisation syrienne qui perdure depuis plus de 9000 ans. Je suis médecin, spécialiste en chirurgie. Je suis actif dans le domaine des ONG, dont je suis le président du conseil d'administration du Forum national syrien. Un petit mot sur ce forum. Le but principal de ce forum est de créer un lobby de citoyens syriens afin de faire la pression sur la prise de décision. L'autre but aussi important est d'inciter les citoyens, surtout les chrétiens de la Syrie, à s'en renseigner dans le pays, à ne pas vider la Syrie de la communauté chrétienne, puisque la Syrie, c'est le berceau de la chrétienté, et de réaliser ainsi le but du takfiriste. En un siècle, de 1916 à 2016, les relations entre la France et la Syrie ont connu des infléchissements successifs, des hauts et des bas, de l'amour et de la haine, des relations basées sur l'émotion et la réaction et non pas sur les intérêts de deux pays. Si je voudrais juste un petit peu passer un peu plus rapidement sur certaines périodes parce que je pense que je n'aurai pas assez de temps pour lire ce que j'ai écrit. Je vais passer un peu vite sur les accords de Sykes-Picot de 1916 et puis le mandat de la Société des Nations qui a attribué la Syrie à la France. Et la présence n'a duré que de 26 ans à cause de la résistance du peuple syrien. Il y a trois dates très importantes pendant l'occupation française en Syrie. C'était le 1925-1927 où il y avait la grande révolution syrienne. 1936, c'était la grande grève et puis plusieurs épisodes de pourparlers pour arriver à l'indépendance en 1946. Si je prends aussi un peu l'histoire de la Syrie, de 1946 à 1958, nous avons passé une période très perturbée à cause de plusieurs coups d'État militaires qui ont été appuyés par des puissances régionales et internationales. Entre 1958 et 1961, nous avons passé 3 ans d'unification avec l'Égypte de Nasser. À partir de 1963, c'est la règne de parti basse en Syrie jusqu'aux nos jours. Je réserve un paragraphe spécial pour la période de 2003 à 2016 tout à l'heure. Mais permettez-moi tout d'abord de montrer en quelques exemples comment cette relation franco-syrienne était basée sur l'émotion et la réaction. Je prends un premier exemple. En 1956, la Syrie rompt ses relations avec la France à la suite de la crise du canal de Suez. Et ces relations ne sont rétablies qu'en 1961 avec la République arabe unie de Nasser. Deuxième exemple, après avoir approuvé l'intervention syrienne au Liban en 1976, la France a rapidement tourné la page et critiquant l'ingérence dans les affaires internes du Liban, notamment du fait de l'alliance de la Syrie avec l'Iran chiite en 1979. Et à partir de ça, on peut penser que la France a pris part du côté des pays sunnites et par conséquent ce que nous subissons actuellement en Syrie. Possible. Le troisième exemple, c'était l'assassinat de l'ambassadeur de France au Liban, Louis Delamare, en 1981. Le doigt pointé tout d'abord à la Syrie et puis l'Iran pour faciliter la visite du président Mitterrand en Syrie en 1982. Dernier exemple et le plus important, en 2005 c'était l'année de l'assassinat de M. Hariri. Après avoir accusé la Syrie de commettre cet assassinat et de rectifier par la suite la direction du tribunal international spécial pour le Liban vers le Hezbollah
Tout cela n'a pas empêché le président Sarkozy d'inviter le président Assad comme invité d'honneur au défilé du 14 juillet 2008. En septembre 2008, nous avons eu à Damas un sommet plutôt étrange pour moi. C'était un sommet à 4 chefs d'État. C'était M. Sarkozy, M. Assad, M. Erdogan et Hamad le Qatar. Ce sommet a été un fiasco total. Ce sommet a été un fiasco total à cause de la non-accord du président Assad avec les demandes de M. Sarkozy et de M. Erdogan, que nous allons revenir. Mais ce sommet a été suivi par un autre, aussi à Damas quelques mois après, mais cette fois-ci réunissait M. Assad et M. Ahmadinejad et M. Hassan Nasrallah. Les deux sommets sont liés l'un à l'autre. Les relations entre la France et la Syrie ont été globalement bonnes, avec des nuances liées au courant politique au pouvoir. Le général de Gaulle, le président qui a incarné le plus les principes et la conscience de la nation française, sa politique a été considérée toujours comme un pro-arabe, surtout en 1967. Et la guerre de 6 jours et l'embargo sur des armes sur Israël. Je passerai vite sur les plusieurs présidents qui ont suivi pour arriver à la politique de M. Jacques Chirac. Et sa visite célèbre en Syrie, pendant cette visite, il a prononcé une phrase très célèbre, que nous allons bâtir avec la Syrie une relation stratégique qu'aucun gouvernement dans l'avenir pourra faire marche arrière. Par la suite de cette visite, il y a eu l'envahissement de l'Irak par les Américains et les Alliés, sans oublier les discours célèbres de M. de Villepin au Conseil de sécurité et le veto de la France contre la guerre de l'Irak. Cette position de la France a été grandement saluée dans mon pays, et M. Chirac considéré comme un héros mondial d'oser faire face aux États-Unis. Mais apparemment, hélas, les belles histoires se terminent très vite et d'une manière dramatique. Que M. Chirac n'ayant pas pu supporter les pressions politiques et économiques pratiquées par les États-Unis et ses alliés, la France a fait un virage, même en sens inverse, vis-à-vis de la Syrie. Et le point le plus important et le plus critique, c'était le sommet de Normandie entre M. Chirac et Bush Jr. en 2004, qui a mené à l'adoption de la résolution 1559 par le Conseil de sécurité. Cette résolution, nous la considérons, nous les Syriens, comme le point de départ de la souffrance syrienne. Malheureusement, notre gouvernement syrien a mal négocié cette résolution quand elle est sortie, en la refusant en bloc et essayé par la suite de faire un petit pas par-ci, par-là, comme le redéploiement de l'armée syrienne au Liban. L'assassinat de M. Hariri en 2005 a accéléré la sortie de l'armée syrienne du Liban. Ouais, mais c'est un problème de micro, pas de moi. Oui, mais il va rentrer dans la bouche. Après l'assassinat, il y a eu par la suite l'accusation de la Syrie de commettre ce crime par la France tout d'abord, en raison de l'amitié très forte qui liait M. Chirac à M. Hariri, et bien sûr une bonne partie de la classe politique libanaise qui tourne dans l'orbite de l'alliance franco-saoudienne, et cela a abouti à la formation du tribunal spécial international pour le Liban. Apparemment, M. Chirac a oublié très vite sa phrase célèbre prononcée à Damas. Et une fois de plus, c'est l'émotion et la réaction qui guident les relations entre la Syrie et la France. Mesdames, Messieurs, après avoir innocenté la Syrie par ce tribunal politisé et redressé la barre vers le Hezbollah aussi à des fins politiques, le président Sarkozy a tenté un rapprochement avec la Syrie, avec la complicité de la Turquie et le pays et l'Émirat du Qatar. Après la participation de la Syrie au sommet de l'Union pour
la Méditerranée à Paris, le président Assad a été la personnalité d'honneur au défilé du 14 juillet 2008. Le but de ce rapprochement a été d'extraire la Syrie de l'alliance avec l'Iran chiite, qui est un enjeu géopolitique majeur. Et pour cela, un sommet à 4 a eu lieu à Damas, comme nous l'avons tout de suite dit. Outre la question politique, ils ont discuté de l'énergie et le gazoduc partant du Qatar via la Syrie et la Turquie vers l'Europe. Un échec total de ce sommet par le refus de la Syrie de se séparer de son allié iranien et bien sûr de protéger ses très bons rapports avec la Russie en ce qui concerne la question d'énergie. Ensuite, un autre sommet a eu lieu à Damas, réunissant le président Assad et le président Nejad avec M. Hassan Nasrallah. Et cette photo à trois a sonné l'alarme, pas uniquement dans la région, mais aussi dans l'Occident. Et le dernier sommet a donné donc la naissance d'un axe syro-iranien avec le Hezbollah, pour le meilleur et pour le pire. Et pour faire face à une autre alliance régionale composée d'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et d'autres Émirats, appuyés par l'Occident. Donc nous pouvons constater que ce qui se passe en Syrie a été bien dessiné depuis 2008 et mis en route en 2011 après un temps de préparation financière et idéologique wahhabite par le biais de ce qu'on appelle le printemps arabe. Mesdames, Messieurs, je parle actuellement de ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie. Comme vous le savez, la population syrienne est une mosaïque très complexe, ethnique et religieuse. Les minorités vivaient dans de bonnes conditions économiques et pratiquaient leurs traditions religieuses en bonnes conditions. Jusqu'au mars 2011, date du début de l'épisode syrien du printemps arabe. En acceptant l'existence des causes internes à la guerre en Syrie, mais en refusant de les considérer comme seuls, les pays ayant un compte à régler avec la Syrie ont utilisé ces problèmes internes pour allumer la mèche de la guerre civile. Les Occidentaux et les pays du Golfe avec la Turquie ont utilisé tous les moyens possibles pour gagner la guerre en Syrie. Soutenir l'opposition politiquement, financièrement, armement, affaiblissement du régime économiquement par un embargo total. Mais le plus grand horreur était l'utilisation des djihadistes d'Al-Qaïda, les frères musulmans, Al-Nusra et enfin Daesh. Et en permettant à la Turquie de faire les échanges pétrole contre munitions avec cette organisation, ce que je veux dire Daesh, la plus sauvage de l'histoire connue de l'humanité. L'utilisation des wahhabites takfiristes aura des conséquences graves sur la Syrie et le monde entier par la diffusion du terrorisme religieux par le biais des djihadistes soutenus par le pétrodollar et le wahhabisme saoudien. Nous avons vu en Europe et en France l'iceberg de ce problème qui commence le terrorisme en France. La guerre menée sauvagement pour asservir la Syrie et mettre à la main sur sa décision libre et ses ressources naturelles depuis 2011 à nos jours par les takfiristes a donné les conséquences suivantes. Je vous donne quelques exemples. Nous avons plus de 300 000 morts, plus de 1,5 million de blessés et des handicapés, 7 millions de réfugiés internes et externes, 300 milliards de dollars le coût provisoire de la reconstruction. Le plus grave des conséquences de la guerre en Syrie, ça veut dire, comme nous avons dit auparavant, la Syrie est une mosaïque ethnique et religieuse. La guerre n'a fait que des fissures dans ce tableau. Nous avons maintenant une inquiétude grandissante chez les minorités sur la survie et sur le futur. Il y a un réveil des problèmes de l'identité et l'appartenance nationale, surtout vis-à-vis de la Ligue des pays arabes. Nous avons un exode massif des chrétiens dans le cadre d'évacuer l'Orient du christianisme. Les chrétiens de la Syrie
en constatant qu'ils sont délaissés par tous et voyant leur monastère, église détruits et leur vie menacée, plus que jamais, ils ont préféré quitter et fuir l'enfer. Je voudrais vous donner deux exemples sur le cas chrétien. À Alep, la ville la plus peuplée par les chrétiens dans le Moyen-Orient, avant la crise, il y habitait 400 000 chrétiens avant la guerre. Actuellement, il n'existe pas plus de 50 000, un huitième de la population chrétienne. Chez moi, à Damas, dans le quartier des chrétiens, nous recevions en moyenne une dizaine de bombes de tout calibre chaque jour, causant beaucoup de décès et beaucoup plus encore de blessés. Une équation a été installée comme ça en Syrie. Chaque bombe tombe dans le quartier égale 10 familles chrétiennes qui quittent le pays. Les maisons de quartier, si on marche dans la rue le soir, sont tous éteints. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a que quelques veillards dans chaque maison. Les jeunes, les moins jeunes, les femmes, sont tous partis. Les chrétiens syriens comptaient environ 8 à 9% de la population syrienne avant la crise. Actuellement, nous ne pouvons pas compter pas plus que 2 à 3% de la population. Et si ça continue, nous arriverons à 0% d'ici 1 ou 2 ans. Mais si, excusez-moi, Monsieur le Président, encore 2 minutes. Mais je voudrais aussi parler un peu des conséquences de la diplomatie, pas uniquement sur la Syrie, mais aussi sur la France et sur l'Europe. Tout d'abord, ce tsunami de réfugiés syriens que vous avez eu en Europe et en France et partout dans les pays européens, et pas uniquement des Syriens, mais aussi d'autres réfugiés dissimulés en tant que Syriens, ils ont commencé, je pense, à faire beaucoup de dégâts terroristes, pas uniquement en France, mais partout en Europe. Le retour des djihadistes originaires des pays européens aussi, c'est un grand problème pour vous les Européens. L'islamisation de la communauté musulmane en Europe à la manière des wahhabites, c'est une bombe à retardement. Mais à mon avis aussi, il y a beaucoup plus de dégâts. Par exemple, la dégradation de l'image de la France en tant qu'un pays de droits de l'homme. Les gens voyaient la France faire alliance avec des gouvernements du Golfe et du pétrodollar qui financent le terrorisme wahhabite contre un pays laïque et civilisé. L'islamophobie et la montée de l'extrême chez vous, ici en Europe, ce qui va à la front avec les islamistes. En conclusion, à mon avis, ce qu'il faut tirer de ce que je viens de vous dire, que la politique actuelle de la France au Moyen-Orient a fait gagner à la France quelques contrats juteux en pétrodollars, mais à mon avis, c'est un gain d'une courte durée. Et le prix de ce contrat, l'Europe et la France vont le payer encore beaucoup plus cher sur le plan de la guerre entre communautés. Est-ce que la France peut changer sa politique en Syrie et revenir à la phrase de M. Chirac? Je crois mieux vaut tard que jamais. Peut-être les survivants vont pardonner. Merci.